Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc très important que j'ai mis 10 ans à comprendre et à conscientiser. Et c'est totalement dans le sujet de ma chaîne, c'est comment vivre sur Terre. La première étape, ça se passe au jardin pour la nourriture. J'ai compris des tas de choses par rapport à ça en partant de zéro, en n'y connaissant rien, mais en ayant cette capacité de réflexion et de remise en cause de tout et de vérifier tout, comme un ingénieur. Parce que je suis ingénieur. Comme le raisonnement et l'analyse, c'est mon fort, et puis en plus, j'ai cette conscience Starseed qui vient ajouter à la qualité de l'analyse. Voilà ce que ça peut donner. Le plus important à connaître, ce que tous les terriens doivent connaître absolument et comprendre, c'est que le seul espoir de richesse qu'il y a sur Terre, d'abord, c'est l'abondance de la nourriture. Le plus simple, le plus efficace, parce que par exemple, pour donner un exemple, aujourd'hui on cultive les champs, mais tout le monde, les spécialistes, mais aussi tout le monde peut constater que le niveau de terre par rapport à la route, il ne cesse de diminuer dans le temps. Si vous êtes observateur, vous allez voir qu'il y a un décalage et c'est pas la route qui a été remblayée et rehaussée, c'est bien l'érosion des sols, la terre qui disparaît. Et en fait, c'est lié à la culture et à non. En fait, il faut aggrader la terre sans arrêt. Il faut nourrir la terre pour pouvoir nourrir l'homme. En gros, c'est ça. Et quand on fait de la productivité agricole avec des champs, on n'a jamais assez de matière pour aggrader. Il n'y en a jamais assez. C'est-à-dire, ce qu'on mange, en fait, ça va aux toilettes et ça part dans la rivière. On n'aggrade pas, puisque la matière disparaît en pollution dans les rivières. Donc ça a été voulu par nos dirigeants, mais il y a une incompatibilité de faisabilité en fait. Le modèle de richesse que tout le monde doit connaître pour la nourriture, c'est l'arbre fruitier. C'est la base. L'arbre fruitier, c'est la solution de paresseux. C'est à la fois l'efficacité, la facilité et, euh, et la vie, quoi, vraiment. Alors vous remarquerez que les parcs que nos dirigeants entretiennent contiennent rarement des fruitiers. Alors qu'en réalité, il faudrait qu'il y ait au moins 50%, voire 70% de fruitiers. Les rois, à l'époque où ils ne voulaient pas avoir le peuple qui les assassine, faisaient des forêts de noyers pour nourrir le peuple. Euh, Vous avez vu un président planter une forêt de fruitiers pour nourrir son peuple les 50 dernières années? Ben non, voilà. Ce sont des parasites absolus, incapables de créer de la richesse. Donc la richesse, il ne faut pas attendre qu'on vous la crée, c'est à vous de la créer. Donc pourquoi l'arbre fruitier c'est si intéressant? Je vous explique. Parce que avant, moi j'achetais un terrain, il y avait un seul arbre. Il y avait un amandier. À part du foin, il ne se passait pas grand-chose, quoi. C'était un peu tristouné. Alors j'ai planté une quinzaine de chênes et d'ifs à peu près, et tout le reste c'est des fruitiers, donc il doit y avoir une centaine de fruitiers au total. Alors bien sûr, ça prend du temps, hein. Si vous voulez des fruitiers, il faut vous y prendre dans la force de l'âge, hein. Il faut que vous ayez le physique et la santé pour les planter, parce que c'est du sport, c'est des efforts physiques, mais qui seront très largement récompensés, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'arbre fait surtout, dans ce que l'arbre fait de plus important, et particulièrement l'arbre fruitier, c'est qu'il fait tomber des fruits au sol. Et c'est ça qui fait tout le boulot. Parce que, en fait, tous ces fruits qui tombent au sol, c'est de la nourriture, c'est une accélération de la vie. Alors, je vous cache pas que dans un endroit tout bétonné, sans vie, vous ne vous sentez pas bien. Et dans un endroit qui regorge de vie, vous vous sentez bien. Donc le bonheur est dans des milieux où la vie est effervescente. Donc en fait, il suffit de la stimuler. Et pour stimuler la vie, il faut la nourrir. Il faut amener de la nourriture. Voilà, c'est la nourriture qui stimule la vie. Parmi mes 100 fruitiers dans mon jardin, il y a une quantité importante de fruits qui tombent au sol.
en plus de celles que je mange, hein. Tout n'est pas mangeable par nous. Et donc, ces fruits sont mangés par les insectes. Et ces insectes vont se multiplier puisqu'il y a de la nourriture. Donc, il va y avoir beaucoup d'insectes. Vous n'allez pas les voir parce qu'ils sont petits. Mais par contre, vous allez voir que tout ce qui tombe au sol disparaît. Ça veut dire que ça a été mangé par les bébêtes. Alors, il y en a qui mangent le jour, il y en a qui mangent la nuit, donc vous n'avez pas un microscope pour les observer, hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez compris qu'il faut faire votre nourriture si vous voulez qu'elle soit de qualité et être en bonne santé, inévitablement, vous allez acheter des poules. La poule, c'est l'idéal. Pas pour manger la poule, pour manger les œufs de la poule. Parce que c'est assassin de manger la poule. On mange pas ces poules. On mange les œufs des poules. C'est comme si vous coupiez un cerisier pour faire brûler du bois, plutôt que de manger les cerises et puis de garder le fruitier entier, quoi. C'est la même logique. Donc les poules, l'avantage des œufs, c'est que vous n'avez pas le problème des tendinites avec les œufs que vous pouvez avoir avec les viandes. Donc voilà. Et vous n'avez pas le problème du cancer, parce que les œufs, c'est filtré par le placenta, donc ça filtre beaucoup de polluants, quoi, en fait. Donc les œufs, c'est un aliment sain. Alors voilà ce qui se passe. Tout ça, ça découle de témoignages en fait, qui m'ont fait réagir et comprendre le sujet. Donc tous ces fruits qui tombent au sol, ça nourrit les insectes se multiplient. Les insectes qui ont mangé, ils vont faire caca. Ce caca, ça s'appelle de l'humus. Et cet humus, c'est le terreau de fertilité de votre potager, des arbres eux-mêmes, et des plantes et de tout ce qui va nourrir l'effervescence de la vie. Vous êtes en train d'aggrader votre sol par la nourriture produite par les arbres. Alors les arbres, il ne faut pas vous inquiéter, les arbres, ils vont défoncer la roche en mer, ils vont la transformer, ils vont augmenter l'épaisseur du sol de la terre. D'abord, ça va devenir une couche d'argile, etc. Parce qu'avec l'acide des racines, ils arrivent à dissoudre le calcaire, etc. Donc, les arbres fabriquent la terre, comprenez-le. C'est pas comme pour les légumes, où c'est simplement de la transformation de la terre en légumes, et puis quand on va au WC, on perd cette masse de terre. Non, non, l'arbre, lui, il est surnuméraire, quoi. Il va prendre moins que ce qu'il va donner. Il va donner plus que ce qu'il va prendre, en fait. C'est quelque chose de très, très au point. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez beaucoup de nourriture qui tombe au sol et beaucoup d'insectes? Non seulement vous avez de l'humus, mais en plus, vous avez beaucoup d'insectes, et ces insectes-là, ça intéresse beaucoup les poules. Ça intéresse beaucoup les oiseaux. Et vous savez que le meilleur engrais du monde, c'est le guano. C'est les cacas d'oiseaux. Il faut peu de caca d'oiseaux pour beaucoup fertiliser un sol. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup d'insectes, donc beaucoup d'oiseaux. Et beaucoup d'oiseaux. Alors, c'est simple, sur mon terrain, entre le moment où je suis arrivé, il y avait une centaine d'oiseaux. Maintenant, il y en a 500. Vous l'entendez, ça fait beaucoup plus de bruit qu'avant. Quand je mets un réservoir de graines, il part en 2 semaines, il n'y a plus rien, alors qu'avant, ça partait au bout de 2 mois. Euh, vous comprenez qu'il y a du monde. Voilà. C'est un bon moyen de mesurer la quantité d'oiseaux, c'est quand vous mettez de la nourriture. Vous comptez combien de temps ça met pour se vider, et puis vous comparez 10 ans après, et puis vous savez combien il y a d'oiseaux, quoi. La quantité de nourriture mangée égale le multiple des oiseaux. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand vos poules mangent beaucoup d'insectes? Plutôt que de manger du grain qui est fait dans les... Alors, ils ont du grain, hein, je leur mets du blé, c'est un complément alimentaire. Mais leur nourriture de toute la journée, où ils vont picorer dans les 1800 mètres carrés toute la journée, c'est pas manger du grain, c'est manger des insectes, de l'herbe, des choses comme ça, du trèfle, enfin, du thym, enfin, ils picorent un peu partout, hein. Il y a des plantes médicinales, comme ça, eux, s'ils ont besoin, bah, ils se soignent eux-mêmes, et ils tombent jamais malades. Euh, et en fait, il y a un effet sur la qualité des œufs. Et moi, je m'en suis pas rendu compte parce que j'ai fait la transition progressivement. Je suis passé des œufs bio Leclerc à mes œufs de poule, et puis je me suis pas vraiment rendu. J'ai senti qu'ils avaient plus de goût, que la couleur du jaune n'était pas pareille, mais c'est comme si je l'ai fait progressivement, je me suis pas tellement rendu compte de l'énorme écart qui était en train de se produire. Et puis en plus, la qualité des œufs a évolué dans le temps parce que la qualité du sol aussi a augmenté progressivement.
et la vie a augmenté progressivement. Alors ce qui s'est passé, c'est que mes poules se sont mis à pondre de plus en plus, au point que je pouvais pas tout manger. Alors là, j'ai 4 poules et un coq, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, j'avais à peine assez, la première année, et en fait, elles sont tellement bien nourries et tellement heureuses sur le terrain, et puis comme en plus je leur donne des huîtres broyées, ça leur permet d'avoir un apport calcium important pour les œufs finalement, ce qui leur permet d'être très productives. Et du coup, elles se sont mis à produire plus que ce que je pouvais manger. Donc je dirais que 3 poules adultes dans un environnement sain, c'est suffisant par individu. 4, il y en a une de trop en fait. Donc bah, la poule que j'ai en trop, c'est pas grave, hein. Et en plus, j'ai une ponte mais stable. Mais même quand il fait très froid, elle continue de pondre avec une stabilité incroyable, quoi. Et j'ai pas de perte. Alors c'est des poules grises. Il y a 3 poules grises et puis l'autre c'est une poule marron. Alors la poule marron, c'est des œufs plus gros, plus forts au niveau du goût. Et les poules grises, finalement, c'est des œufs qui sont... J'aime bien, hein. Le goût est finalement pas mal. Euh, j'ai trop d'œufs, je les donne au voisin. Et le voisin, il vient à moi, il me fait... Ah, il me dit, mais tes œufs, ils sont incroyables. Et, mais il avait une telle émotion que je voyais qu'il y avait un truc inhabituel dans mes œufs, quoi. Et alors j'ai regardé mes œufs, c'est vrai que le jaune, dans le temps, eh ben, il est devenu de plus en plus foncé. Et en fait, c'est symptomatique. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous avez la qualité du sol qui s'améliore et la nourriture qui s'améliore pour les oiseaux, en fait, vous améliorez ce que contient l'œuf lui-même en termes de micronutriments. Et ça joue sur le goût. Mais ça joue aussi sur votre santé, sur ce que ça vous apporte à vous. C'est pas des œufs vides de nutriments. C'est des œufs heureux, j'appelle ça. Parce qu'en plus, ce qui est très important, c'est que en fait, l'aspect informationnel, c'est si vous avez un endroit merveilleux, mais que pour une raison ou pour une autre, vos poules sont malheureuses, ça va affecter le goût de vos œufs. Et en fait, ce qui se passe et ce qui fait que ces poules sont très heureuses sur ce terrain, c'est d'abord, elles ont la liberté totale, elles ont un arbre pour dormir en toute sécurité, elles ont un poulailler si elles veulent y aller, si elles veulent y aller. Il y en a une qui aime bien y pondre, il y en a d'autres qui n'a pas envie, elle préfère aller pondre sous l'if, selon la saison. Voilà, elle pond là où elle a envie, je sais où elle pond, donc je vais chercher les œufs où il faut. Et, et en fait, au départ, j'avais un coq et ça allait pas. J'avais un coq qui était trop gros. Alors, ce qui se passe, c'est que, encore la faute de l'argent et puis de toujours vouloir plus gros, plus grand, plus productif, plus fort. Les éleveurs, ils se sont mis à faire des coqs trop gros. Alors, pour manger la viande, pour les mangeurs de viande, c'est bien. Alors, les mangeurs de viande, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Si vous êtes un mangeur de viande invétéré, et ben à 60 ans, vous serez arthrosé. Voilà, vous serez plus bon à rien. Voilà, c'est tout. Faut vous faire une raison. Donc, mettez-vous aux œufs. Mais mettez-vous-y le plus tôt possible pour durer. Et donc, alors il y en a qui vont me trouver des contre-exemples. Des vieux pas arthrosés, mangeurs de viande, ça va pas être facile à trouver. Donc, ce que je veux dire, c'est que je me suis perdu dans ce que je voulais dire, mais c'est ce côté bonheur des poules, il est hyper important. Et ce coq qui était trop gros, en fait, trop lourd, il faisait 2 fois la masse des poules. Quand il montait dessus pour la reproduction, pour satisfaire ses besoins et les envies des poules, et bien, comme il est trop gros, il avait du mal à tenir l'équilibre sur la poule trop petite pour lui. Ces cerfs qui sont vraiment pointus, qui coupent comme des cutters, hein, vraiment, c'est... Et bien en fait, il déchirait les poules en deux. Il faisait des... On aurait dit qu'on avait mis un coup de cutter sur la peau de la poule et puis on voyait le muscle derrière la peau, quoi. Et ça a duré, il n'y avait rien à faire, quoi. Le poule était trop gros, était maladroit, c'est pas qu'il était méchant, mais systématiquement, dès qu'il montait les poules, il les déchirait. Donc il menaçait la santé des poules. Donc j'ai cherché un coq
qui était croisé entre un nain et puis un coq normal. Et du coup, j'ai trouvé un coq qui était à peine plus gros que les poules, mais qui a de l'allure, hein, qui est très beau. Je l'appelle Miko. L'autre c'était Gros Coco, mais Gros Coco bah, était trop gros. Alors il m'a énervé parce que moi je peux pas réparer ses bêtises. Donc il a fini à la casserole chez le voisin, quoi. Voilà, c'est un problème de sélection génétique par les éleveurs qui veulent toujours plus gros, plus gros, plus gros pour vendre la viande, mais voilà, c'est une bêtise. Et donc, ils sélectionnent les poulets les plus gros pour reproduire et avoir une espèce de plus en plus grosse, quoi. En gros, c'est ça. Alors qu'en fait, il faut plutôt aller vers des poulets à peine plus gros que la poule, quoi. Donc, le fait d'avoir un bon coq qui abîme pas les poules, qui prend soin des poules, qui s'entendent bien entre eux. Parce que mon coq, il est particulièrement amoureuse de ma poule marron, hein. Quand il l'a vue, c'était le grand amour, hein. Et vice-versa d'ailleurs. Euh, et donc, mais c'est pas pour ça qu'il s'occupe pas des autres, hein. Et donc, le fait d'avoir un environnement sain et heureux, ben, vous avez des œufs heureux, et des œufs heureux, en plus d'être bien nourris, et ben, ça crée l'émotion chez le voisin quand vous lui donnez ses œufs, vos œufs. Et ça, c'est un aspect important de votre santé à vous, parce que les œufs, vous les mangez vous. Et plus la qualité de votre terre est bonne, plus ce que vous cultivez dessus contient des micronutriments et de la qualité alimentaire pour votre santé à vous. Et la santé, ben, c'est la richesse, c'est la base. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'arbre fruitier, devant toute autre chose, est largement à mettre en devant. Parce que c'est lui qui va apporter la santé et le bonheur sur votre terrain. C'est ce qui va fabriquer votre paradis. Et aussi votre espoir. Parce qu'aujourd'hui, s'il ne pleut pas, vous aurez moins de fruits, mais vous aurez à manger. S'il ne pleut pas, les légumes, c'est pas pareil. C'est plus compliqué. En plus, on vous interdit d'arroser, etc. Bon, bien sûr, à ce petit paradis, il est nécessaire d'avoir des bassins d'eau. Parce que si vous avez tous des fruitiers et pas d'eau, pas d'eau, pas de vie, hein. Donc il faut des bassins. Donc la solution, c'est vraiment les abreuvoirs à vaches. Il y en a jusqu'à 2200 mètres cubes pour une valeur de 400 euros. Bon, bah, et puis en plus, idéalement, vous les surélevez parce que c'est plus facile à vidanger. Et vous pouvez ensuite vous en servir pour arroser. Tout ça, c'est du travail, mais derrière, ça crée une richesse qui est inégalée. Si vous vivez en ville avec un tout petit jardin, il n'y a pas d'espoir. Vous ne pourrez pas vivre dans le bonheur en étant en ville. Il vous manque du terrain. Et donc moi j'ai acheté un terrain qui fait 1800 mètres carrés en pensant que c'était déjà grand à entretenir. En fait, comme j'y connaissais rien, j'ai commis une erreur. Mon erreur, c'est d'avoir choisi que 1800 mètres carrés. Parce qu'en fait, il y a des astuces pour pas entretenir le terrain, qui fait qu'à la fin, vous ne faites plus rien. Alors, les arbres fruitiers, ça ne demande pas d'entretien. Et vous les plantez, vous les arrosez les 3 premières années, ils démarrent bien, après ça se débrouille. Et éventuellement, vous les aidez s'il y a un coup de stress, grosse sécheresse, anormale, etc. Ça peut arriver que 1 ou 2 jours dans l'année, je donne un petit coup de main hydrique, quoi, pour pas qu'ils meurent. Et si je faisais rien, ça se trouve, ça serait moi aussi. Donc les arbres, ça demande peu de travail, vraiment. Vraiment peu. Moi, ce que je fais, c'est je coupe les branches basses qui m'empêchent de passer. Et ça me prend 1 à 2 jours de travail par an. Voilà. Puis c'est fini. Donc, on va parler d'un boulot. Et puis derrière, ça va me donner des fruits de mai jusqu'à fin novembre. Tous les jours de l'année. Sauf s'il y a des problèmes depuis l'été, je peux avoir une carence pendant 15 jours. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai peut-être pas assez bien sélectionné mes espèces pour l'été. Je manque de précoce pour les poires, je manque de précoce pour les pommes, ce qui me permettrait de combler ce trou. J'ai déjà beaucoup d'arbres fruitiers. Et quand je vous dis que 1800 mètres carrés, c'est pas assez, alors la technique pour pas faire l'entretien par rapport aux mauvaises herbes, les ronces, la pelouse, etc., et ben ça, c'est le travail des canards. Et oui, oui. Alors, ou une oie. Les oies, ça le fait aussi. Alors, qui dit canard et oie dit qu'il faut un bassin. Un bassin accessible pour eux
et dit qu'il faut que vous serez obligé de remplacer l'eau régulièrement tous les mois. Donc il y a un coût en eau, voilà. Mais par contre, c'est eux qui s'occupent de tondre le gazon. Vous n'avez rien à faire. Ils tondent. Euh, J'avais 7 canards et le renard est passé par là, hélas. Alors, je vous expliquerai aussi comment on fait pour se protéger du renard, mais c'est encore, j'ai pas terminé en fait. En fait, deux oies ou une, enfin deux oies, faut jamais avoir une oie toute seule, elle s'ennuie. Deux oies ou 7 canards et ça vous tond la pelouse sur le terrain. Et vous faites des zones que vous ne tondez jamais, c'est important. Vous ne devez pas toujours tout tondre comme un gazon de golf, c'est la grosse bêtise. Il y a des zones des zones de passage qui sont tondues par les animaux. Et puis vous faites des délimitations avec des pierres ou n'importe quoi, des filets, des zones qui ne seront jamais tondues. Et en fait, ça vous permet d'avoir une diversité au niveau des insectes. Donc il y a des endroits où il y a des herbes hautes, et des endroits de passages principaux. Et les animaux, quand vous mettez des petits îlots de pierre, etc., qui entourent, en fait, les animaux vont aller plus souvent dans les zones de grands passages. Et ils iront moins manger les herbes. Ils iront de temps en temps pour les insectes. Mais finalement, ils respectent un peu le tracé que vous leur donnez, quoi. Voilà, c'est très rigolo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre du volume en relief. Alors ça, j'ai découvert ça, je me suis rendu compte que quand vous mettez du relief, tout d'un coup, ça se met à protéger les plantes. Des buttes qui font 1 mètre de haut. Alors le bassin, le fait qu'il soit surélevé d'1 mètre, eh ben, ça crée une butte. Donc ça crée une petite zone d'ombre, donc une petite zone de fraîcheur. Et vous allez avoir des plantes qui vont davantage se plaire et qui vont passer les stress de sécheresse beaucoup, beaucoup mieux à cause de ce relief que vous avez créé avec une butte de terre. Donc moi, il faut savoir que j'ai brassé 300 mètres cubes de terre à la main dans mon terrain. Donc c'est beaucoup, mais parce que j'ai fait un outil spécial pour ça, mais bon, vous pouvez le faire de différentes manières, vous n'êtes pas obligé de le faire physiquement à la main, tout le monde n'a pas le niveau physique, mais déjà si vous avez le niveau physique, ça prouve que vous êtes sur la bonne voie, déjà vous avez la santé, donc ça prouve déjà que vous avez une vie saine et que vous ne faites pas trop d'erreurs. Mais tout ça, ça participe à améliorer chaque jour la qualité de votre terrain, l'ambiance sur le terrain, le petit paradis que vous créez, qui fait que vous vous sentez bien que quand vous êtes là-bas, il n'y a plus de soucis nulle part. Voilà. Et les arbres vous aident beaucoup par rapport à ça parce qu'ils libèrent ce qu'on appelle des formaldéhydes, mais c'est pas ceux du bâtiment qui polluent qui donnent le cancer, c'est les formaldéhydes, les vrais de la nature. Et ils vous mettent dans un état de bien-être. Ça sert à séduire. Les arbres utilisent ça pour se protéger des prédateurs. Mais en même temps, ça crée du bien-être et ça fait un peu oublier tout. Vous oubliez souvent ce que vous faites en fait. Vous partez pour faire un truc et puis ah, j'ai oublié. Et vous oubliez plus les choses sur un terrain comme ça, mais c'est à cause des formaldéhydes que les arbres libèrent en fait. Bon, vous oubliez momentanément, après ça vous revient. Mais vous êtes sans cesse séduit et perturbé par le vivant qui vous entoure. Et c'est ça qui vous met dans un état de bien-être particulier en fait, que vous ne retrouverez jamais dans une ville, même dans un appartement luxueux, etc. Ces gens-là, ils n'ont rien compris. Le luxe, il n'est pas dans les villes. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais dire surtout, c'était l'importance de l'arbre fruitier, qui est la base. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate chez la population d'une manière générale? Eh bien, on constate des gens qui achètent le rêve du, du petit français de base, statistiquement, on va dire. Ben, il veut une maison en parpaing, où il n'a pas fait trop d'efforts, il a payé 100 000 euros, il a une clôture en béton en général, en parpaing, comme ça il a l'impression que c'est solide et qu'on ne le voit pas. Et puis il a un gazon tondu, nickel, type terrain de golf, et puis il a mis un arbre, un arbre. Et puis encore, c'est pas toujours un fautier. Et puis voilà, et puis il croit que ça c'est l'ultime objectif dans la vie. Ben, il a tout faux. Il a tout faux. Ces parpaings empêchent déjà les animaux de venir. Alors moi j'ai des petits lapins qui viennent, j'ai des grenouilles, il y a tous les types d'oiseaux hein, qui peuvent venir, et même les oiseaux migrateurs. Puis des fois il y a des lièvres qui passent, comme dans les contes de fées, on le voit, ils sautent, ils bondissent, ils sautent les clôtures, ils courent à toute vitesse, ils vivent à 100 à l'heure. Ils traversent les grillages qui sont avec des mailles un peu larges.
Euh, vous voyez passer à toute vitesse comme ça, vous demandez ce qui se passe, c'est très étonnant. Euh, et, euh, et voilà quoi. Les grillages, ça laisse passer un peu les animaux, ça laisse circuler les animaux, même si c'est une maille de 50. Alors idéalement une maille de 50 hein, pour les grillages. Parce que sinon vous allez avoir des prédateurs non souhaitables qui vont passer. Et puis les renards, alors pour les renards, ce qui est le gros souci, alors la plupart des gens enferment leurs renards dans une prison de haute sécurité, dans laquelle il n'y a pas un brin d'herbe, mais ils pensent qu'ils font bien parce qu'ils protègent leurs animaux et ils sont en vie, ils sont en sûreté. Alors moi je vous demande à vous, est-ce que vous voulez qu'on vous enferme pour votre sécurité, en garde à vue pendant toute l'année, pour vous protéger des terroristes en France? Ben non, préférez affronter les terroristes, quitte à, quitte à y laisser votre peau, mais au moins vous êtes libre et vous êtes heureux. Là c'est pareil pour les animaux. Et donc, en fait, bah, quand on a décidé de donner la liberté et le bonheur à ces animaux, bah, il faut aussi assurer leur sécurité. Alors là-dessus, je suis très fautif parce que j'ai pas été efficace, mais j'avais des clôtures d'origine et puis avant, j'avais pas de problème et puis les problèmes se sont développés. Donc c'était un peu inattendu et puis j'ai pas eu le temps de bien équiper toutes mes clôtures. Donc il y a certaines clôtures, dont un par le voisin, par lequel alors le renard passe par chez le voisin pour repasser ensuite chez moi. Donc bah, à la saison où ils font les petits, et ben, les renards, ils n'hésitent pas à franchir les clôtures parce qu'ils ont très faim. Parce qu'en fait, les renards ne trouvent plus leur nourriture dans la nature elle-même, puisque les hommes ont accaparé toutes les terres. Il n'y a quasiment plus de bois, plus de gibier, plus de petites souris à chasser. Et donc ils s'attaquent à la propriété des hommes en fait. Donc la solution, bah, c'est de clôturer quoi. C'est pas le fusil de chasse, hein, parce que tous les ans ils en tuent, mais ça revient tout le temps. Et qu'en plus maintenant c'est légiféré. Donc il faut avoir des clôtures hautes, minimum 1,80 m. Et en haut du 1,80 m, bah, il y a deux possibilités. Soit vous faites à la militaire, c'est-à-dire le grillage il est comme ça. Le problème c'est que toute cette surface-là, bah, vous pouvez pas empiéter chez le voisin, donc ça réduit soit vos espaces de terrain, ce qui est embêtant. Et donc le système militaire comme ça, bah, si vous avez la possibilité de le faire, il faut mettre au moins 600 mm de filet ou de grillage, mais qui soit à 45 degrés et puis qui empêche le renard de grimper parce qu'il se retrouve à l'envers, le grillage fléchi, il tombe en arrière, quoi. Il n'arrive pas à franchir. Même un chat, il n'arrive pas à franchir. Et la deuxième solution, c'est le fil électrique tout en haut du grillage, avec des isolants, si bien que le renard il grimpe au grillage, tout content d'aller faire son butin. Et quand il va mettre la patte sur le fil, il va prendre une décharge, il va tomber en arrière et puis il ne reviendra jamais. Il n'aura pas compris ce qui se passe, ça lui fera peur et elle n'aura pas. Inconvénient du système électrique, c'est que bah, si vous êtes alimenté par le courant EDF, bon, ça consomme 20 watts toute l'année, ce qui fait un coût hein, quand même. 20 watts, ça va vous faire un peu d'argent. Ça vous oblige aussi à faire attention à ce que les plantes ne touchent pas le fil, parce que ça crée des courts-circuits, ça fait baisser l'efficacité de la ligne. Si vous avez des lignes puissantes, même si ça touche, ça va marcher, mais les plantes elles vont prendre du jus, je sais pas si on va trop aimer. Si vous avez un système solaire, alors là, impérativement, les plantes ne doivent pas toucher, parce que c'est pas puissant. Donc il faut que le fil soit toujours libre de contact isolé. Donc ça impose une vigilance, quoi, une surveillance. Et puis un terrain, bah, tout le tour, ça fait grand quand même. Donc c'est pas simple. Ça c'est un peu contraignant. Donc voilà, vous avez la solution mécanique ou la solution électrique. Voilà, tout simplement. Euh, mais c'est un coût, mais c'est voilà, c'est un peu la forteresse du paradis, quoi, hein. Si vous ne vous protégez pas du danger extérieur, et ben, votre petit paradis sera attaqué par les prédateurs. Alors vous avez les voleurs, vous avez en plus des voleurs, vous avez les animaux, quoi. Donc voilà, c'est la base. Mais alors bien sûr, il y en a des gens toujours par souci d'économie, dépenser peu, etc. Ils vont faire des petits poulaillers, des petites prisons pour les poules, voilà, pour répondre à leurs besoins à eux, qui est un peu égoïste parce qu'ils pensent qu'à eux. Voilà, ils pensent pas à l'animal. Donc bah, c'est pas bien. Voilà. Quand on fait quelque chose, il faut penser à l'animal.
parce que, comme je vous l'ai dit, ça va impacter la qualité de votre nourriture, et ça vous impactera, vous. Ce que je pourrais rajouter pour finir, c'est un petit conseil pour cette fin d'hiver, où on ne voit pas souvent le soleil. Je voudrais vous expliquer un peu le fonctionnement du corps humain. euh, et c'est en cette fin d'hiver, beaucoup de gens sont déprimés. Voilà. Peu d'énergie, pas trop la forme, etc. Donc en fait, il y a des remèdes très simples. C'est que le premier remède, c'est d'abord de comprendre comment fonctionne le corps humain, sans aller dans la science médicale stupide, hein, on va dire. Ça soigne des gens, mais le mieux, ce serait de l'éviter qu'ils soient malades. Donc déjà, il faut leur expliquer comment fonctionne leur corps et on leur apprend pas à l'école. Et en fait, c'est une base de la vie. C'est pas seulement le corps humain qui fonctionne comme ça, c'est toutes les formes de vie qui fonctionnent comme ça sur Terre. Alors, qu'est-ce que c'est s'il y a à savoir sur le fonctionnement du corps humain et même le fonctionnement de la vie d'une manière générale? C'est qu'en fait, tout ce qui est vivant sur Terre vit grâce à deux formes d'énergie principales, c'est l'électricité et le solaire. Alors le solaire, ça, je vous apprends rien, hein, que aller bronzer, etc., ça fait du bien, ça donne de l'énergie, ça donne la morale, etc. Je vous apprends rien. Bon, il faut savoir qu'il faut être exposé à la lumière minimum une demi-heure par jour, et vos yeux sont des capteurs solaires ultra puissants. Donc le fait d'avoir les yeux dehors et de prendre le soleil au moins une demi-heure par jour, c'est fondamental. Sinon, vous allez progressivement vous effondrer en termes d'énergie. Et vous savez que vous effondrez en termes d'énergie quand vous n'avez pas le moral. C'est un indicateur. Voilà. Un indicateur d'énergie, c'est j'ai pas le moral. Voilà. Donc quand on n'a pas le moral, c'est que l'indicateur d'énergie est au plus bas. Et ça, indépendant des événements de la vie, ça, hein, totalement indépendant. Cette notion de morale. C'est vraiment l'indicateur de la quantité d'énergie que vous avez accumulée. Et alors la deuxième chose, c'est que voilà, l'électricité. Donc nous, les humains, avons des chaussures en caoutchouc. Et voilà, et ça c'est un problème. Parce qu'en fait, on est isolé du sol. Et l'électricité, elle vient du sol. Alors, je ne vous explique pas le principe. Alors, vous me dites, c'est pas vrai, il n'y a pas d'électricité dans le sol. Bon, s'il y a du tonnerre, c'est parce qu'il y a une différence de potentiel entre le ciel et la terre. Donc, on a des électrons qui sont très très énervés, qui veulent rejoindre le sol, et on a une différence de potentiel importante entre le ciel et la terre. Il y a de l'électricité dans le sol. La dynamo électromagnétique de la Terre qui nous protège des radiations solaires, c'est ce noyau liquide de métal qui tourne au centre de la Terre, qui est encore chaud heureusement, et qui nous protège. Et c'est une dynamo électrique et ça fait circuler l'électricité dans le sol. La conductivité. Et alors ce qui se passe, c'est que quand il fait très sec, l'électricité circule très mal. Et quand il pleut, l'électricité circule très bien. Et donc, en cette période-là où il pleut beaucoup finalement et où vous avez une demi-heure à une heure de soleil seulement par jour, eh ben, il faut absolument saisir l'occasion de ce moment où il fait un petit peu soleil, vous vous mettez contre un arbre, les pieds dans la pelouse qui est encore un peu humide, idéalement, et vous allez, par les plantes des pieds, vous enlevez les chaussettes, hein, pieds nus, et l'électricité va passer dans vos pieds. Et vous allez avoir un bien-être instantané, le dos contre l'arbre et les pieds dans l'herbe. Vous allez se sentir bien, en regardant le soleil, de préférence. Et si possible, en augmentant la surface de peau au maximum exposée au soleil. Donc vous mettez en short, ou vous remontez le pantalon, il faut voir les genoux, vous enlevez le t-shirt, vous faites bronzer le torse, le dos, le ventre, vous ouvrez les panneaux solaires, voilà, à plein pot. Et ça pendant minimum une demi-heure. Et ça vous donne, vous allez voir que le lendemain, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Même une seule fois. Il faut le faire tous les jours. En ces périodes difficiles, il ne faut pas hésiter. Et donc il me dit, oh, il fait froid, machin. Par exemple, il fait jamais froid quand on creuse, par exemple. Et s'il fait moins de s'il fait moins de degrés dehors et que je creuse mon bassin à la main, par exemple, j'ai chaud. Mais j'ai tellement chaud que j'enlève tout, hein. Parce que ça donne chaud. Alors vous n'avez pas chaud tout de suite, hein. Au bout d'un quart d'heure d'effort, vous avez chaud. Donc vous bronzez l'hiver finalement à creuser. Donc vous voyez l'intérêt de faire les travaux à la main plutôt qu'à la machine, c'est parce qu'en fait c'est pas seulement dans le souci de faire des économies ou de l'écologie, c'est que c'est pour votre santé d'abord, ça fait plaisir de faire du sport,
Le travail est bien fait, il est très précis. À la machine, c'est gros bœuf. Et je sais conduire les pelleteuses. Et mon voisin en a une, il me la loue pas cher. Et pourtant, bah non, je la prends pas. Et là, j'ai creusé un bassin, il fait 28 mètres cubes. J'ai pas fini, hein. Et voilà, 28 mètres cubes. Et alors, il y a une partie à la pioche, hein. Je tape dans la roche, hein. Et puis la roche dure, hein, calcaire. Alors ça c'est dur. Faire de la pioche pendant 2-3 heures, c'est ça, les reins. Et puis en plus, c'est niveau ergonomie, c'est les reins qui prennent, hein. Les lombaires, les lombaires, les lombaires, ça c'est dur. Le reste, c'est plus facile parce que j'ai un outil qui est plus ergonomique. Mais là, la pioche, il n'y a pas grand chose à faire, c'est le dos qui prend. En plus, comme c'est de la roche très dure, j'ai dû faire une pioche plus lourde, renforcée, etc. Donc elle est 2 fois plus lourde que les autres. Donc c'est. Peut-être je vous montrerai en vidéo comment je fais, vous verrez. Mais ça, c'est super physique. On est calmé, enfin, on n'en fait pas tous les jours. Le reste, ça va. La pelle, la bêche, tout ça, bon, ça va. Donc, en gros, tout ce que je vous explique, c'est des points essentiels de la vie. C'est ce qu'on vous apprend pas à l'école, que vous devriez tous savoir. C'est comment fonctionne votre corps et au niveau de l'énergie principale, parce que ça, c'est des énergies principales. Alors quand on dit que alors, sur internet, là, vous avez tout un tas de spiritos, je les appelle les spiritos, qui vous racontent des histoires à longueur de journée, soit ufologiques, soit spirituelles, soit machin. Mais c'est que des histoires théoriques. Ça n'aboutit jamais à quelque chose de concret qui va vous servir vraiment dans votre vie de tous les jours. Alors nous, les humains, on adore les histoires, ça nous passionne, etc. Moi aussi j'aime bien, mais à un moment donné, il faut que l'histoire, elle aboutisse à quelque chose, quoi. Et si c'est une histoire qui aboutit à une autre histoire sans fin, bah à un moment donné, on se lasse, hein, parce qu'on se dit, mais je perds mon temps. Voilà. Donc vous avez tout un tas de célèbres youtubeurs qui sont spécialisés là-dedans, et moi je les écoute, et plus je les écoute, et plus je me dis, bah ces gens-là, plus tu les écoutes, et même s'ils disent des choses vraies, plus ça aboutit à rien. Voilà. Donc, moi, je sais que je parle un peu d'ufologie, etc., parce que j'ai quelques expériences, mais, mais enfin, tout ça, faut quand même passer la majorité de son temps sur le concret, sur ce que je vous explique là. Planter des arbres, ça, c'est du concret. Parce que les écologistes qui plantent pas d'arbres, c'est pas des écologistes, hein. Vous êtes pour l'écologie, ben commencez par planter des arbres. Et des arbres fruitiers, comme je vous ai expliqué. La meilleure écologie du monde, c'est planter des arbres fruitiers. Et il faut planter des arbres fruitiers tous les 3 mètres, pas tous les 10 mètres. Hein, c'est 1000 mètres carrés, 100 arbres fruitiers. 2000 mètres carrés, 200 arbres fruitiers. Hein, c'est facile, on divise par 10. Voilà, c'est le nombre d'arbres fruitiers que vous allez mettre. Et après, vous pouvez rajouter les petites plantes, les murs, etc. Mais ça, c'est de l'agrément, ça. C'est bien d'en mettre. Ça permet de. Bah, c'est-à-dire l'intersaison entre les fruits, bah, des fois, c'est bien comblé par ces petits fruits finalement. Myrtille, cassis, mûre. Et des fois, vous êtes bien content de les avoir parce que bah, les fruits sont pas encore mûrs, mais ceux-là, ils sont mûrs. Voilà, donc vous êtes bien content. Alors c'est pas ça qui va beaucoup vous nourrir, hein, parce que les petits fruits, ça remplit pas beaucoup l'estomac, mais ça contient des petits micronutriments super utiles. Les myrtilles, c'est les yeux, principalement, pour tout ce qui est bâtonnet, les couleurs dans les yeux, etc. Ça améliore la vision nocturne, etc. Les gens qui ont mal aux yeux, par exemple, il y a des gens, ils supportent pas les phares de voiture la nuit. Eh ben, c'est quoi le remède? Ouais, j'aime pas conduire la nuit, ça m'éblouit les phares, etc. Ou alors le soleil qui reflète sur le lac et qui vous arrive dans les yeux, vous ne supportez pas. Donc en fait, vos yeux sont incapables de faire ce qu'on appelle comme les masques de soudeur, ils s'opacifient par rapport à l'intensité de la lumière. Et bien en fait, pour pouvoir opacifier l'œil, et bien en fait, vous avez besoin de tous les micronutriments qui sont contenus dans les petits fruits. Et la myrtille en fait partie. Et paradoxalement, la myrtille est capable de vous faire voir beaucoup mieux dans le noir et de beaucoup mieux résister à l'excès de lumière le jour. Voilà. Et donc vous avez plus mal aux yeux après. Bon, vous échapperez pas à la perte de la vision en vieillissant. Il n'y a aucun remède. Même j'en ai discuté avec les spécialistes. On a beau manger exactement. On peut retarder le phénomène, mais on n'y échappe pas. L'œil vieillit en premier. Mais si déjà vous n'êtes pas gêné par l'excès de lumière, etc., c'est déjà bien. Et bien en fait, ça se passe dans. C'est à vous de vous nourrir, hein, alors pourquoi
Parce que ce que je dis là, c'est en compétition avec le modèle industriel. Alors, c'est-à-dire, vous allez au supermarché, il y a des spécialistes des légumes et des fruits font le travail, et puis vous faites rien. Voilà. Dites-vous bien une chose, c'est que ces spécialistes et ces gens qui vous nourrissent et qui en font le métier, ils vendent du kilo de fruits. Et vendre du kilo de fruits impose d'arroser. C'est-à-dire les fruits sont gorgés de plus d'eau. Ils sont plus gros. Mais ils n'ont pas souffert. Ils n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes pour vivre. Et donc, vous n'avez pas d'abord l'aspect gustatif est différent, il y a moins de goût, mais il y a aussi moins de micronutriments. Plus de productivité. On vend du kilo. Il faut payer la TVA, il faut payer les frais, il faut payer les charges, etc. Donc jamais, jamais vous arriverez à la qualité nutritionnelle en achetant. Même si c'est une AMAP, même si c'est un Biocop, même, voilà, même si c'est du traditionnel. Parce que les agriculteurs, ils ont très peu, je veux dire, il y a quelques rares agriculteurs qui aggradent bien leur sol et qui travaillent dans les règles impériales du boulot. Et en général, ceux-là, ils ne deviennent pas riches. Ils ne deviennent pas riches, mais ils sont contents de la qualité de leur travail. Mais ils sont tellement peu que vous en trouverez quasiment jamais, quoi. Des gens qui font vraiment le travail dans les règles de l'art. Parce qu'ils sont pris par le temps. Là où j'achète mon blé bio, j'ai posé des questions sur la quantité de carbone qu'il avait dans son sol. Mais il ne sait même pas combien il a de carbone dans ses terres agricoles. Alors quand on est agriculteur bio, qu'on ne sait pas combien il a de carbone dans son sol, c'est qu'on s'en fout et puis qu'on n'aggrade pas son sol. Et puis j'ai dit, mais vous aggradez pas votre sol ou pour mesurer combien vous mettez de carbone Il me dit, maintenant, j'ai pas le temps. Alors il n'a pas le temps d'aggrader son sol. Et il est bio. Donc en bio, vous n'êtes même pas obligé d'aggrader votre sol. Vous pouvez faire du bio et puis dégrader la qualité de votre sol. Donc le bio, c'est un mot qui a été complètement détérioré. Ça n'a plus vraiment de sens, quoi. C'est mieux que pas bio, mais c'est pas forcément bien, quoi. Voilà. Donc ça vous résume. Donc si vous prenez un oignon, j'ai fait une vidéo sur le sujet, un oignon de votre jardin qui est pas bien gros, qui a souffert, qui n'a pas eu assez d'eau, enfin, eh ben, il vaut 3 fois plus que celui de la MAP et il vaut 6 fois plus que celui de Leclerc. Il n'y a pas photo. Le goût, l'odeur, les micronutriments. Il est plus petit, mais il a tellement plus de saveur qu'il va faire beaucoup plus mieux le travail. Et il a poussé dans votre jardin, vous n'avez pas eu besoin de prendre votre voiture pour aller au supermarché, vous n'avez pas pollué, vous n'avez pas usé une voiture, vous n'avez pas acheté plus de voitures qu'il en faut, etc. Donc il y a tout un aspect économique, énergétique, écologique qui s'accompagne avec ça. Mais il n'y a pas la vraie motivation, ça ne devrait pas être l'écologie ou le CO2 dans l'air. La vraie motivation, ça devrait être simplement avoir un jardin, être heureux dedans et avoir l'effervescence de la vie dans le lieu où on vit et se sentir bien. Voilà. Et pas vouloir à tout prix quitter l'endroit où on vit pour croire qu'à l'autre bout du monde, c'est mieux aux Seychelles ou c'est mieux. Voilà. Parce que j'ai étudié tous les paradis de la Terre, je vous le dis, hein. Dans tous les paradis de la Terre, les Seychelles, les Maldives et tout ça, c'est tous des mers eau chaude. Et il y a un gros problème avec les mers eau chaude, c'est qu'il y a des ouragans tous les ans, plusieurs fois. Souvent, ils sont près des failles sismiques parce que c'est des îles et c'est proche des sismicités fortes, des tsunamis, euh, des tremblements de terre. Ah, c'est le paradis, mais pas toute l'année. Comprenez bien. Donc c'est défiscalisé, mais en fait, c'est défiscalisé, il va falloir l'investir dans des infrastructures résistant à tous ces- ce phénomène naturel qui est le mouvement des plaques tectoniques, quoi. Et puis le mouvement des énergies d'évaporation de l'eau, et puis de la stratosphère, quoi. Donc on est dans le paradis, et c'est en France, c'est pas aux Maldives, c'est en France. Mais ce paradis, il faut le créer. Parce que c'est pas la maison en parpaing avec le gazon tondu qui fait un paradis. Voilà, c'est ça que je veux vous expliquer. Alors il y a quelqu'un là qui m'a contacté, il me dit mais vous parlez pas de l'éducation des enfants, etc. Parce que c'est vrai, l'éducation des enfants, c'est l'avenir. Si on apprend aux enfants ce qu'il faut savoir, et ben demain, même si on n'arrive pas à faire le paradis instantanément aujourd'hui, et c'est pas possible, vous avez bien compris, que pour faire un paradis, il faut bosser 10-15 ans dans le jardin, le plus souvent possible pour que ça devienne un paradis. Parce que vous plantez pas 200 arbres par an, hein.
Ou alors vous faites ça à la tarière avec un tracteur, et puis vous plantez en série, et puis vous travaillez avec le pépiniériste, et puis vous dépotez. Ah oui, vous pouvez. Mais si vous le faites à la main, vous n'allez pas planter 200 arbres hein, en une année. Parce que derrière, en plus, il faut les arroser, hein. Donc si vous voulez en planter 200 d'un coup en année, bah, va falloir tirer le drain, tirer un drain pour arroser les arbres, utiliser des techniques d'agriculteurs qui font du noisetier en série. Enfin, j'ai vu comment ils faisaient parce qu'il y a un champ de noisetier dont je suis très heureux qu'il ait pris naissance. Malheureusement, il balance du cuivre dessus tous les ans par conseil. Voilà. Enfin bref, c'est évident que si vous balancez du cuivre sur vos arbres, ça bousille votre sol. Le cuivre et le sol. Et il dit, oui, mais on en met très très peu. Bah ouais, mais très très peu pendant 10 ans, ça fera beaucoup. Parce un petit peu souvent, ça finit par faire beaucoup. Voilà, il faut. Mais n'importe quoi, hein, il y a toujours quelqu'un qui fait n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais il a planté sous tous ses arbres noisetiers sur 4 hectares. Bah, il a tiré des drains, des lignes, etc. Et puis il arrose ses arbres en souterrain, etc. Pour que ça aille vite, etc. Donc, si vous voulez tout faire à la fois très vite, bah, c'est le tracteur, la tarière à l'arrière, le drain pour arroser tous les arbres avec un trou en face, etc. Et puis on envoie quoi, des techniques, on sort les gros budgets quoi. Bon, si vous voulez aller vite, voilà, c'est possible. Mais et c'est pas pour ça que parce un tracteur qui va travailler une journée, ça va faire un plein de carburant quoi. C'est un plein de 50 litres, c'est pas ça qui va remettre en cause l'écologie de la Terre, hein. Croyez pas. Parce que moi, quand je fais le voyage de temps en temps en voiture pour aller au mon jardin, je vais planter 3 arbres, c'est pas très productif. Même si je fais que 12 km, faut compter. Bon, alors, quand j'y vais en vélo, c'est mieux, mais en vélo, j'emmène pas les arbres. Il faut la voiture. Donc voilà. Faut aussi être modéré, hein. Les machines, elles ont leur place dans la société, hein. Faut pas croire. Mais le problème de ces machines, c'est que ça défonce tout avec les pneus, ça casse tout, ça fait du bruit, il va y avoir une période d'enfer, quoi. Donc, on ne veut pas qu'ils reviennent tous les ans, quoi. On les laisse venir une fois, mais on ne veut plus les revoir. En gros, c'est ça. Donc voilà, donc c'est soit vous les faites à la main, vous êtes sur place et vous faites ça dans votre temps libre et puis vous prenez plaisir. Soit vous êtes pressé et puis vous utilisez les machines. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait des arbres. Voilà, c'est ça, c'est le plus important. Après, les histoires de CO2 dans la Terre. Alors, je peux parler du CO2 aussi. Euh, Comme je fais du soudage, je me suis intéressé au gaz. On utilise de l'argon pour souder aux tigues. Et je lui dis, mais l'argon, il y en a dans l'air. Qu'est-ce que c'est quoi la composition de l'air? Vous tapez sur Internet composition de l'air. Vous allez voir la quantité de CO2 qu'il y a dans l'air. Mais c'est tout petit. C'est tout petit. Il n'y a presque pas de CO2 dans l'air. Il y a beaucoup d'azote. Il y a un peu d'oxygène. Et le troisième gaz, c'est l'argon. Voilà. Alors il y a un problème avec l'argon industriel. Alors ça, je peux soulever le sujet. Nos industriels nous font gober que nos fenêtres isolantes sont plus isolantes parce qu'on a mis de l'argon dans le double vitrage. Ouais, je peux vous dire qu'au bout de 10 ans, l'argon y est plus, hein, et puis depuis longtemps. Parce que premièrement, c'est un gaz lourd, donc il va chercher à partir par le bas. C'est un gaz lourd qui est asphyxiant. C'est pas un gaz toxique, c'est un gaz neutre. Et c'est un gaz, il y a des soudeurs qui meurent asphyxiés à l'argon. C'est-à-dire, par exemple, ils vont souder dans une citerne. Le type qui était là pour surveiller, il est parti pisser, il a discuté, il a oublié de revenir. Et le type qui était dedans en train de souder, il est mort dans la citerne, asphyxié par l'argon. Voilà, c'est tout con. Et il y a tous les ans, il y a des gens qui meurent à cause de l'argon. Et des soudeurs, principalement. Donc c'est un gaz qui vous empêche de fixer l'oxygène. Et un gaz lourd, c'est un problème. Parce qu'un gaz lourd, bah, ça veut dire qu'il va se déposer sur toute la surface de la Terre et pas partir en l'air. Donc quand on produit industriellement de l'argon massivement pour toutes les fenêtres, et ça fait du volume, hein, eh ben on pollue la qualité de l'air qu'on respire. On s'asphyxie. Et vous croyez qu'on gagne beaucoup en performance en mettant de l'argon dans le double vitrage, franchement? L'air, c'est un isolant naturel. Je vais vous donner un truc pour économiser du coût d'isolant dans une maison. Vous mettez 100 mm d'isolant, 100 mm d'air, 100 mm d'isolant, 100 mm d'air, 100 mm d'isolant. Vous avez économisé les deux interstices en air, là, vous les avez économisés. C'est de l'isolant gratuit. Voilà. Et ça marchera aussi bien que 500-600 mm d'isolant. Voilà, les bâtiments agricoles, on les fait très très haut, parce que l'air est un isolant.
le soleil tape sur, sur la tôle, mais comme le bâtiment est très très haut, on arrive à avoir de la fraîcheur en bas, parce que l'air est isolant. Alors ils mettent les bâtiments 5 mètres plus haut pour avoir la fraîcheur en bas. Et par canicule, dans les bâtiments en tôle, eh ben, il fait frais s'ils sont très très hauts, parce que l'air est isolant. Voilà. Donc mettre de l'argon, d'abord, l'argon ne va pas rester longtemps dans le verre, parce que c'est très difficile d'être étanche à un gaz. Hein. Puis comme c'est fait avec des. C'est fait vite, quoi. Et puis surtout, quand votre vitrage chauffe, bah, le gaz à l'intérieur il va se dilater. Et vous risquez de casser vos vitres. En réalité, c'est pas étanche. Parce que si c'était vraiment étanche, vos vitres elles casseraient. Par dilatation du gaz quand il fait très chaud. Donc en fait, on vous vend du flan. Et il y en a même des gens qui vendent une prestation de recharger à l'argon les doubles vitrages. C'est un gaz irrespirable. Il ne faut pas augmenter la quantité d'argon dans l'air sur Terre. Donc on en a besoin pour souder, on n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser de l'argon, parce que c'est vraiment, sinon l'inox il s'oxyde et vous n'avez pas une soudure de qualité. Mais il n'y a pas besoin d'en mettre dans les fenêtres. Voilà, ça sert à rien. Et puis alors, vous avez remarqué, on vous vend du 12 mm, puis du 15, puis du 16, puis du 18, puis du 20. Vous avez vu, en 20 ans, ils vous changent les fenêtres en vous disant qu'elles sont mieux parce qu'ils ont augmenté l'épaisseur d'air dans le double vitrage. Ça fait longtemps qu'ils se foutent de votre gueule, hein, je vous le dis. Parce que ils savent depuis le début qu'on pouvait mettre 20 mm tout de suite. Ils vous ont d'abord vendu du 12, et après du 15, et après, mais ça c'est technique industrielle, ils font exprès de vous vendre de la cochonnerie au début pour vous faire raquer un maximum tout au long de votre vie. Après on vous vendra du 30, voilà, ça en finira jamais. Et puis de toute façon la fenêtre, vous pourrez en parler avec les architectes qui font les contrôles énergétiques sur les bâtiments. Et l'architecte il est là, il compte les ouvertures, et puis ça, tout ça c'est les pertes d'énergie. Les fenêtres, les portes, voilà. Je vous le dis, la solution du problème des pertes d'énergie dans un bâtiment, c'est que vous ayez un volet isolant très épais qui coulisse et qui vient fermer devant la fenêtre comme un mur de manière étanche. Voilà. Et ben là, vous êtes isolé, vraiment. Et vous n'avez pas de perte. Voilà. En Russie, on a deux fenêtres. C'est-à-dire, il y a une fenêtre avec un double vitrage, un vide d'air de 20 cm et une deuxième fenêtre. Et là, à -50, on est bien. Voilà, mais parce qu'il y a un grand vide d'air. Voilà. Alors bien sûr, il y a plus de pertes par la fenêtre par rapport au mur, mais c'est comme ça qu'on fait. Voilà, c'est tout. Donc voilà, je vous fais prendre conscience de certaines choses. Voilà, la vidéo est un peu longue, mais je pense que je vous apprends des choses. Mais c'est ce fondamental là qui est très important, sur lequel j'insiste, vraiment les bases de comment vivre sur Terre, c'est ça, c'est l'arbre fruitier, c'est la base. Le potager, je vous le dis, vous allez beaucoup, beaucoup échouer. Parce que le potager, c'est l'étape finale. C'est quand votre terre est tellement bonne que vous pouvez enfin faire des légumes de manière productive de bonne qualité. Parce que les légumes, c'est très exigeant en qualité de sol. Très exigeant. Il faut, alors moi, en plus, il faut 10 ans pour arriver à transformer la terre d'un potager en une terre idéale. Et ils doivent apporter des mètres cubes et des mètres cubes de matière végétale sans arrêt, tous les ans. Il faut emmener des remorques, et puis en mettre 10 cm tous les ans dans le potager jusqu'à ce que les insectes ils aient mangé tout ça, bien transformer tout ça en humus et que vous ayez au moins un bon 15 cm de terre noire pleine d'humus. Et là, bah, tout ce que vous plantez, ça marche. Vous avez pas besoin d'être bon, vous semez, ça pousse. Mais quand vous avez une terre aragileuse, que vous n'êtes pas près d'une rivière, que vous ne bénéficiez pas de l'ancienneté du débordement des rivières qui apportait les alluvions, qui faisait que la terre était riche, etc. Et que vous récupérez un acquis, en fait. Si vous n'êtes pas au bord d'une rivière, bah, vous allez être nul en potager, quoi. Vous êtes obligé de mettre du NPK ou du. Voilà. Et puis NPK, ça fait pas les micronutriments, ça fait juste des gros fruits, enfin, ça fait juste des gros légumes, quoi. Mais ça fait pas des légumes vraiment très sains comme on veut en avoir. Vous le sentez peut-être pas au niveau du goût, mais s'il y en a un qui vous fait un légume dans de la terre avec un vrai humus, là, ça va être autre chose, hein, vous allez voir.
Donc voilà, c'est ça. Donc vraiment le potager, ça arrive en dernier. C'est la dernière étape, quoi. Et puis en plus, c'est le plus compliqué. Mais ça sera simple si vous avez une terre idéale. Voilà, c'est ça. Et les youtubeurs, vous voyez, qui réussissent tout en potager, mais les types, ils ont choisi l'endroit, quoi. Ils ont choisi un marécage, ils ont choisi. Ils savent ce qu'il faut choisir un endroit, mais ces endroits-là, c'est des endroits qui sont rares, quoi, finalement. Donc vous avez tous les éleveurs tous ceux qui font du maraîchage de manière industrielle, ils sont tous le long de la Loire. Et c'est pas hasard. C'est là que ça marche. Voilà, c'est tout. Donc ceux qui disent qu'on peut vivre en autonomie avec 150 mètres carrés de potager, bah va falloir avoir la terre de rêve, hein. Maximum top matière organique. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Voilà, ça se fait en 5 minutes, c'est le boulot des insectes. Voilà. C'est le boulot des insectes et nous, on fait qu'apporter, nous, on ne fait que nourrir le sol. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec les arbres fruitiers, c'est eux qui se chargent de nourrir le sol. Donc vous n'avez pas à vous fatiguer avec les arbres fruitiers. C'est eux qui font le boulot. Vous êtes là, vous prenez le soleil, vous mangez des fruits, tout va bien, vous avez bossé, maintenant c'est fini. Profitez. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Allez, au revoir.